Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un live avec Séverine du compte Les Petits Plus Zen. Ensemble, on va aller aborder la notion d'émotion à la rentrée. J'ai hâte qu'on échange avec tous ceux qui vont nous poser des questions. Super, et ben écoute, l'élan du jour, ça va être de partager que cette rentrée, c'est la 3e fois que je ne la fais pas, parce que j'en ai fait déjà 22, donc j'ai été maîtresse pendant 22 ans, et donc ce petit pincement au cœur de ne pas faire la rentrée en tant qu'instite, mais de faire la rentrée en tant que maman, ben, je pense qu'on a été beaucoup aujourd'hui à la vivre, toi aussi je crois Nadège. Donc voilà, ça me définit pas, mais c'est quand même une grande partie de ma vie, parce que c'est là que j'ai découvert comment mieux comprendre les besoins et les émotions des enfants, les élèves, les miennes, mes filles, parce que j'ai une grande et une petite. Et puis, c'est ça qui m'a permis aussi de me reconvertir. On en parlera sans doute tout à l'heure aussi. C'est les émotions et la découverte des émotions qui m'a beaucoup aidée à comprendre pourquoi mon métier allait être modifié dans le temps. Et puis, mon apport aux familles me porte vraiment au quotidien. J'ai commencé par créer un podcast avec tout ce que je disais aux parents, tu sais, entre deux portes, le midi, le soir, mais comment vous faites? Moi, ils ne m'écoutent pas, donnez-moi des astuces. Et puis la colère et ceci. Donc tout ce que j'avais vu avec les parents, et j'avais tellement l'impression de répéter un peu la même chose à chaque rendez-vous individuel que j'ai commencé un podcast là-dessus qui s'appelle Les Petits Plus Zen, donc comme le nom du compte Instagram que vous voyez s'afficher. Et ce podcast, au fil du temps, il a évolué aussi avec moi. Donc je parlais beaucoup aux parents d'élèves et puis après j'ai élargi aux parents tout court. Donc c'est plus facile quand les enfants sont jeunes, mais il y a des mamans d'ados qui m'écoutent aussi parce qu'ils savent que je mets à jour mes outils parce que j'ai une ado et que je suis obligée de le faire. Et donc maintenant, j'accompagne les familles directement. Donc on prend rendez-vous en ligne principalement et puis on va scanner nos émotions, nos besoins. On va en parler tout à l'heure, nos flammes d'émotions dans mes outils, il y a ça. Vous avez une cheminée des émotions près de votre cœur. Et puis, pour mieux comprendre ce qu'elle vous dit, cette flamme, on va aller voir nos besoins, on va aller voir les actions qu'on connaît déjà et puis on va créer des nouvelles stratégies. On va être créatif, c'est un thème qui nous relie aussi toutes les deux. Cette notion de transmission, de créativité, finalement, on va avoir un public qui va s'entrecroiser parce qu'il y a quand même la notion d'émotion qui revient dans nos... Alors, moi, je travaille parfois avec des familles, mais c'est pas ma cible principale. C'est ce que je trouvais intéressant d'avoir tout en approche parce que ça vient s'imbriquer parfaitement. C'est un peu les rouages du système. Moi, j'aime bien quand je rencontre de nouvelles personnes parce que finalement, on peut renvoyer. Je pourrais très bien renvoyer une famille vers ton accompagnement qui vient compléter parfaitement le mien. Donc, c'est ça qui est assez chouette et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire ce live. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus précisément quelles sont les 2 émotions principales que tu remarques en période de rentrée, qui sont vraiment présentes en période de rentrée? Alors, la première, celle qui m'a vraiment fait creuser et découvrir ensuite plein d'outils, c'est un petit garçon qui hurlait, qui criait, qui lançait des chaises parce qu'il refusait que sa mère quitte la pièce. Il refusait que sa mère parte. Donc, on était dans une frustration, on était dans une impuissance, dans une rage, que ce soit nous qui décidions, l'école, l'institution. Et donc, il voulait décider, il voulait que sa mère reste, il ne voulait pas rester dans ce lieu, on lui imposait quelque chose. Donc, pour lui, c'était très violent. Et moi, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas du tout été formée là-dessus. Donc, la première grosse émotion, la grosse flamme, c'est frustration, rage, colère, refus
d'accepter la séparation, mais aussi d'accepter tout de suite les règles en fait d'un nouveau décor, d'un nouveau lieu. L'école maternelle ou la crèche, c'est des nouveaux repères. Et il y a une transition à préparer pour nos enfants, quel que soit l'âge. C'est pareil pour le collège, c'est pareil pour le lycée. On a beau leur avoir expliqué. Et puis moi, je me sentais responsable de l'état de cet enfant. Et ça m'a guidée vers plein de trucs. C'est que en fait, on est absorbé, on est contaminé par les émotions de nos élèves. On est aussi contaminé parce que la deuxième émotion, c'est la tristesse. Et là, la maman, elle était tellement triste de voir son enfant se mettre dans cet état-là, de voir aussi mon doute, mon flou pédagogique, parce que à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'avoue qu'on avait 2-3 pistes vite fait en formation, mais pas la base de la théorie de l'attachement et pas la base de comment admettre avec un enfant de 2-3 ans que sa mère va revenir, que sa mère ne l'abandonne pas, que sa mère, oui, et peut-être qu'elle aurait pu faire autrement pour la vivre, cette rentrée. L'émotion du parent qui lui-même est en détresse de voir que lui-même est triste, en fait, dans sa cheminée de parent. On n'en parle pas souvent quand on prépare la rentrée, mais c'est important aussi. On doit assumer de voir que notre enfant est triste, on doit assumer de voir que nous, on est triste aussi. Tout à l'heure, tu nous as parlé cheminée des émotions, flammes, etc. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cet outil qui peut peut-être aider finalement, tout le monde est concerné par cet outil-là. Tout le monde est concerné. Donc moi, c'est ce petit élève qui s'accrochait aux portes et qui lançait des chaises qui m'a fait me rapprocher de… Il a l'air de déborder en fait de quelque chose qui le dépasse. Donc est venue petit à petit l'idée d'une flamme qui, à l'intérieur, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Nous, de l'extérieur, on ne voyait pas puisque c'est quelque chose d'invisible. Donc dans notre cheminée des émotions, toi comme moi, comme tous ceux qui regardent ce live, on a une cheminée avec des flammes dedans depuis qu'on est réveillé. Certaines qu'on sait identifier facilement, qu'on sait nommer, et puis d'autres qui sont plus cachées les unes derrière les autres, d'autres qui sont peut-être moins intenses aujourd'hui et qui demain vont se réveiller. Et quand on ne fait pas l'effort, consciemment d'aller voir comment ça se passe dans notre cheminée, on ne sait pas vraiment ce qui se joue. Et le risque, quand on va bien, c'est des flammes agréables, ça va. Mais si c'est des flammes désagréables, c'est qu'elles s'accumulent, et qu'on soit uniquement dans la réaction au monde extérieur, qu'on pense que c'est le monde extérieur qui nous attaque, alors qu'en fait, c'est de l'intérieur, on avait déjà accumulé peut-être une dizaine de flammes, et puis on met un couvercle dessus, tu sais, à l'ancienne, c'est pas grave, non, t'inquiète, il n'y a rien, c'est pas grave, comme on fait parfois avec nos enfants. Et c'est pour ça que quand on arrive à apprivoiser notre cheminée à nous, on arrive à plus facilement coordonner ce qu'on répond à notre enfant quand lui-même, il a une flamme très forte dans la sienne. C'est un peu différent, mais on y viendra peut-être aussi tout à l'heure. Et dans notre cheminée d'adulte, le nombre de flammes n'est pas grave. Ces flammes, elles sont normales, elles sont légitimes. C'est juste la méthodologie qu'on n'a jamais apprise. Et c'est ça que j'ai créé depuis 5 ans. Alors au début, je disais aux mamans et aux papas de mon bureau, dans ma classe, comment faire avec les flammes de leurs enfants. Et puis très vite, on en est venu à parler des flammes des parents en eux-mêmes, qui eux-mêmes étaient un peu démunis, qui avaient un peu peur, qui ne comprenaient pas le comportement de leurs enfants. Et comme on a mis en place un décodage avec les besoins, les émotions, les besoins, les émotions, votre enfant, il fait ça, c'est parce qu'il a besoin de ça. Vous faites ça parce que vous avez besoin de ça. Quand vous criez sur lui, quand il fait ça, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc, il faut vraiment décorréler, étanchéifier, je dis, les cheminées de chacun. Donc, ce qui se passe dans la cheminée de notre enfant a une légitimité, une raison, parce que des besoins clignotaient sur son arc-en-ciel de besoins, qui est un autre des outils. Et nous, pareil, si on réagit à la tristesse de notre enfant, si on réagit à la colère de notre enfant, ça parle de nous, de nos valeurs, de nos besoins et aussi de notre expérience vis-à-vis de la séparation, de la rentrée. On peut facilement dire qu'une maman qui a mal vécu sa propre rentrée en maternelle il y a 25 ans, elle aura une petite braise dans sa cheminée au moment d'accompagner à son tour son premier enfant et de le laisser. Il y a des choses qui remontent, il y a des cicatrices, il y a des braises. Donc, tous ces outils-là, vous voyez un peu l'écosystème, les flammes, les émotions, les braises, la cheminée. Qu'on le veuille ou non, ça arrive. Donc, soit on remet un couvercle dessus et on se dit, je verrai ça plus tard quand je serai prête. Soit on se fait un petit épuisement pro ou perso ou familial ou un burn-out au boulot. Et puis, on voit qu'on est obligé de mettre la tête dedans. Donc, que ce soit tes outils à toi, que ce soit mes outils à moi, quand on est prêt, ça va super vite. Moi, j'ai des clientes, en 6 mois, elles avaient changé complètement de vie. Elles n'en voulaient plus à leur mec, elles n'en voulaient plus à leur enfant, elles reprenaient leur vie en main. Et c'est beau à voir parce qu'on reprend la responsabilité. Et finalement, c'est ça aussi, c'est de se dire, tout ce que tu te permets pas de laisser s'exprimer, ça s'imprime à l'intérieur.
ça s'installe et ça prend de plus en plus de place. Comme tu dis, en fait, c'est l'intensité de la flamme finalement. La colère, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Après, c'est dans l'expression, parce qu'on a souvent l'impression qu'exprimer sa colère, ça veut dire je vais tout casser autour de moi, je vais hurler sur tout le monde. Et finalement, il va y avoir ça. Ça va être de revenir travailler sur comment j'exprime mon émotion. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la rends pas forcément agréable, parce que la tristesse, la colère, ça peut être agréable, mais tolérable. Moi, il y a vraiment cette notion de voilà, comment elle peut s'exprimer de façon à ce que je sois OK qu'elle vienne. Mais la maman, tu vois, qui était démunie face à son enfant qui pleurait, qui criait, qui lançait des chaises, j'ai senti qu'elle avait besoin d'abord de comprendre. Tu vois, c'était sur sa rayure de sens, c'était sur sa rayure de cohérence, de logique. Donc, on a posé des mots sur pourquoi son enfant avait choisi cette stratégie-là. Et comme tu dis, on pourrait avoir d'autres comportements et d'autres actions possibles pour répondre, pour nourrir ce besoin, pour exprimer ce qui se passe dans notre cheminée. Mais un enfant de 2, 3, 4 ans, il a une immaturité impossible à voilà, faire des petites colonnes avec les bénéfices, les inconvénients. Impossible pour eux. Déjà, nous, adultes, on ne prend pas toujours le temps de le faire, mais lui, ça ne va pas dans sa cheminée. Première réaction, bah, je vais balancer une chaise, ou je vais taper un copain, ou je vais mordre. Parce que j'ai aussi beaucoup de clients qui me disent « Mais mon enfant, il est méchant, il mord. » Je fais « Ah non, pas du tout, non. Ça n'a rien à voir. Mordre, c'est pas être méchant. C'est ça. Mordre, c'est une réaction, c'est un comportement qui exprime d'une façon maladroite, hein, d'une façon tragique, on dit en CNV. Mais malheureusement, l'enfant, dans son immaturité, pour l'instant, il exprime ses émotions avec un tout petit bagage. Et notre boulot d'éducateur, notre boulot d'enseignant, notre boulot de parent et même d'animateur, c'est de lui construire un éventail de stratégies pour que chacun de ses besoins, il ait au moins 4, 8, 10 façons de les satisfaire sans impacter, si possible, le reste du groupe ou de sa famille. Mais ça, c'est en deuxième temps. Déjà que lui, il ait des ressources en lui. Parce qu'on voit des adultes, hein, je pense que chez toi aussi, qui ne savent absolument pas gérer 10 minutes d'attente ou une place de parking qui est prise devant lui et qui eux-mêmes ont une flamme. Mais cette impression que c'est leur vie qui se joue parce qu'il y a quelqu'un qui leur a fait une queue de poisson. Et en fait, c'est ça. C'est comment on revient et qu'est-ce que ça exprime, quel est le message derrière. Est-ce que c'est lié à une situation qu'on a vécue? Ça peut très bien être un accident de la route, finalement. Et finalement, c'est cette peur qui revient. Tous les gens qui ont des enfants qui mordent, il faut savoir que mordre, c'est rentrer en contact, c'est rentrer en relation. Alors, pour un adulte, nous, on met tout de suite mordre dans comportement inadapté. Alors, tous les comportements inadaptés, je les décode un peu dans l'épisode 67. Mais là, mordre, c'est entrer en contact, c'est exprimer peut-être que l'espace autour de lui, bah, ça va pas, l'enfant était trop près. Donc, au lieu de lui dire, peux-tu te pousser s'il te plaît? Évidemment, à 19 mois, impossible de dire ça. Donc, il va mordre, taper ou pousser pour exprimer qu'il y a un inconfort, qu'il a une flamme. Maintenant, si l'adulte est là et peut décoder, poser des mots, expliquer « Ah, tu te sens un petit peu trop dépassé, là, il y a trop de bruit autour de toi, tu veux faire un jeu plus calme ?» Et on lui dit « Au lieu de mordre, viens, on va changer d'activité. » Ou au lieu de mordre, tu peux dire « non » avec le doigt. Et une fois de plus, on va lui donner d'autres comportements et d'autres stratégies. Mais mordre, c'est pas être méchant. Mordre, c'est pas attaquer l'autre. Mordre, c'est juste exprimer que quelque chose dans son cœur, dans son corps, dans sa façon de voir le monde, n'est pas encore prête à faire autre chose que mordre. Donc nous, en tant que parents, peut-être qu'on s'inquiète que notre enfant ait des comportements un peu étiquetés asociaux. Hein, c'est plusieurs clientes qui me disent « Mais quand il tape, quand il mord, après la nounou, j'ai honte. » Oui, mais là, c'est notre flamme. C'est notre flamme à aller voir. Et c'est deux choses différentes. Notre enfant, il a une flamme d'inconfort et il mord, ou il tape, ou il pousse, ou il crie. Par contre, si je lui apprends à décoder sa flamme, si je lui apprends à mettre des actions en place quand il va pas bien, quand il est saturé, quand il y a quelqu'un qui l'embête, ensuite, moi, je me sentirai aussi mieux parce que je verrai que son comportement n'est pas lié à l'éducation que je lui ai donnée, que je ne suis pas une mauvaise mère, que ce n'est pas un enfant qui va mal tourner. C'est juste que je risque d'avoir honte si je me raconte que ce qu'il fait est mal. Non, ce qu'il fait est dans son développement. Ce qu'il fait, en ce moment, il ne sait pas encore faire autre chose. Mais il est sur le chemin. À 19 mois, on est au milieu de sa maturité de comprendre que c'est lui qui a un impact sur le monde.
et pas encore à se dire que l'autre a mal. Ça aussi, c'est difficile à 19 mois. Nous, quand on dit « Ah, mais tu l'as mordu, tu as fait exprès, tu lui as fait mal », non, ça, c'est une conséquence de son action. Il n'est pas encore capable de voir que l'autre a mal. Mais plus on va lui expliciter, plus on va lui dire, plus on va diffuser en fait ce que c'est l'empathie. C'est hyper abstrait l'empathie. Nous, en tant qu'adultes, déjà, on n'arrive pas bien à l'expliquer, mais un enfant de maternelle, même un enfant de CP, des fois, il fait ce qu'il a envie, il nourrit ses besoins, et puis l'autre, tant pis, des fois, il y a une conséquence sur le copain en face. Oh ouais, zut, alors, ça l'embête, lui, si je crie partout pendant 25 minutes. Oui, un peu. Si ta voisine, elle a un peu marre de tes enfants qui crient 25 minutes, donc tu vas lui expliquer que la voisine, elle aime aussi avoir du calme. Donc s'il veut crier, eh ben, on va en forêt. S'il veut crier, on se met dans un endroit où on dérangera personne, etc. Mais on varie les actions possibles au lieu de lui dire ton émotion n'est pas valable, au lieu de dire ce que tu fais est mal, et au lieu de dire non, tu n'aurais pas dû. C'est pas tu n'aurais pas dû, on va pas le culpabiliser en plus de mal faire. On va pas lui dire ce que tu fais c'est mal. Non, on est là pour enseigner, on n'est pas là pour juger. Et c'est une posture qu'on apprend à faire quand on s'intéresse à la communication bienveillante, empathique, non violente, tout ça. Mais nous, en tant qu'adultes, ça nous demande pas mal d'introspection et de recul pour pas se laisser directement contaminer par la honte, la peur, la colère, la frustration ou le doute et de se dire mon enfant mort, je suis une mauvaise mère. C'est ça. Oula, C'est souvent ce qu'on nous renvoie en même temps. On nous renvoie qu'on est responsable du comportement de nos enfants. Mais les enfants sont en apprentissage. En tant que parents, on est en apprentissage. Donc forcément, c'est voué à évoluer. Et il y a des fois des réactions. Je sais que en plus, mordre, c'est quand même quelque chose d'assez de l'instinct animal. Il y a ce côté défense. Et normalement, quand on est adulte, on n'en colle pas une au serveur parce que ça ne nous plaît pas. Donc, parce qu'en fait, on a un contrôle inhibiteur, nous, dans nos fonctions exécutives, alors que l'enfant, pas encore. Et l'enfant, tout son rôle, c'est de comprendre que ça, c'est accepté dans la société et ça, c'est moins accepté, qu'il y a d'autres façons de faire quand on veut s'exprimer. Donc, ce qu'on dit aux enfants de petite section qui ont des comportements un peu brutaux, comme ça, violents, c'est que plus il aura de langage, plus il aura de mots, plus il aura diversifié et plus il sera aussi compris. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est quand un enfant arrive dans un groupe, et là on parle des émotions de rentrée, il y a quand même une inquiétude de est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va me regarder? Est-ce qu'on va m'accepter dans le club? Il y a un besoin d'appartenance. Et si l'enfant ne sent pas tout ça, il pourrait aussi se rétracter, se dire on ne me comprend pas, on ne me demande pas mon avis. Et il pourrait, au lieu de ne rien faire, aussi attaquer. Le système nerveux, il a plusieurs façons de se défendre. Soit il fuit, soit il reste sidéré, soit il attaque. Donc un enfant qui attaque, c'est aussi un enfant qui a un doute sur est-ce que je suis inclus dans ce groupe? Est-ce qu'on m'a reconnu? Est-ce que la maîtresse est venue me parler? Est-ce que plein de petits détails en fait. Donc ce soir, quand ils vont sortir de l'école, vos enfants, au lieu de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, tu as passé une bonne journée, vous pouvez lui dire est-ce que quelqu'un est venu te parler? Est-ce que tu as joué avec quelqu'un? Juste pour montrer qu'on s'est intéressé à lui, probablement. Il a tissé des liens, probablement. Ouais, quand on est parent, on s'inquiète du scolaire, mais honnêtement, les 2 premières semaines, le plus important, c'est est-ce qu'il trouve sa place dans ce groupe et est-ce qu'il se sent bien à l'idée d'être à la fois différent, parce que ça, c'est nouveau peut-être pour lui, de se sentir différent, et à la fois, il a des pairs, il a des semblables, il a des choses qui le rejoignent. Peut-être qu'il a retrouvé quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans, parce qu'il y a un métissage des classes, des groupes, des centres de loisirs. Et voilà de la nouveauté, de l'excitation. Et par contre, peut-être qu'il est avec celui avec qui il s'est disputé l'année dernière. Et ça, c'est tout autant de flammes à déblayer ce soir, à évoquer ce soir. Qu'est-ce que tu as eu comme bon moment? Qu'est-ce que tu as eu comme moment un peu moins bien? C'est que souvent, on demande comment s'est passée ta journée. L'enfant, il ne sait pas quoi répondre. Et ça peut être sympa de vraiment, comme tu l'as dit, c'était quoi le meilleur moment de ta journée? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ri ensemble? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose que toi, tu n'aurais pas osé faire? Vraiment d'orienter les questions de façon à ce qu'ils puissent répondre. Parce que qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Nous, quand on rentre du travail, si on nous pose cette question-là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Il y a plein de trucs, quoi. Mais je ne peux pas tout te raconter d'un coup, par quoi je commence. Et finalement, l'enfant, il ne sait pas quoi dire. Passer par l'émotion. En 1 heure, il est peut-être déjà passé par 18 flammes différentes.
Et ça, il s'en rappellera plus parce que au moment où il est passé au self, il n'y avait plus de pâtes. Au moment où il a voulu aller aux toilettes, c'était fermé. Enfin, tout ça, c'est dès la frustration. Mais voilà, entre-temps, il s'est passé des belles choses. Ils ont fait une poésie sympa. Au cours de musique, c'était génial. La prof, elle était trop motivée. En plus, il a eu le temps de se mettre avec sa copine pendant la récré. Enfin bref, il s'est passé Et des millions de choses dans la il y journée a ce truc d'aujourd'hui. aussi de se dire que Et l'enfant, quand il revient le soir, on a envie de tout savoir. On aurait eu envie d'être une petite souris pour tout savoir. Mais des fois, ils sont juste fatigués et ils ont juste envie qu'on leur fiche la paix. À partir du moment où on leur demande comment tu te sens encore en forme, de quoi tu as envie maintenant, est-ce que tu veux plutôt qu'on prenne un petit goûter ou tu as envie de te poser dans le canapé? Voilà, ils vont nous parler plus tard quand ce sera le bon moment pour eux. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant, je sais, en tant que parent. Au niveau de ses émotions, comme tu disais tout à l'heure, ben, s'il y a déjà plein de trucs qui se mélangent, il ne va pas avoir envie d'aller en rajouter d'autres. Peut-être qu'il aura envie d'être tranquille. Et en tant que parent, oui, on se dit, mais c'est pas normal, mon enfant, il bouge pas. Parce que nous, on a cette habitude de, pour montrer qu'on va bien, il faut qu'on soit actif. oui, d'autant que sur un groupe comme ça, entre 24, 28, ça dépend des villes, mais des fois ils sont 30. L'intérêt de l'enseignant, soyons clairs, c'est plutôt d'avoir une classe uniforme. Et nous, notre intérêt de parents, c'est que notre enfant soit singulier et heureux dans ses compétences à lui. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux mondes qui ne se rejoignent pas. Donc, on demande à un enfant dans une classe de se remplir un petit peu dans la norme et le moule, ce qui fait qu'on leur demande un peu de faire les mêmes exercices au même moment, même s'il y a des activités en sous-groupe, en atelier autonome et tout. Mais pour lui, il y a un moment où il va admettre, et c'est très frustrant, qu'on ne prend Mais pas ne en serait compte ses Parce besoins que en individuels purs. maternelle, à la récré, avant la récré, on passe aux toilettes. Mm. Après la récré, on repasse aux toilettes. Avant le repas, on repasse aux toilettes. Et c'est-à-dire que moi, il y a des enfants qui disent, mais moi, C'est je ne veux pas y aller, cadencé. j'ai pas envie. C'est l'heure de la sieste. L'heure de la sieste, bah, il y en a, c'est pas le moment. C'est C'est vrai qu'on nous ça. demande et ça a un impact, moi je le remarque sur notre vie d'adulte. Typiquement, chez les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on va avoir ce rythme scolaire bien ancré. Et bon, alors encore plus chez les profs qui changent de carrière. Au tout début, moi je me souviens, hein, je Mm. m'imposais du 8h30, 16h30 avec une pause le matin d'un quart d'heure et comme les horaires à l'école. Mais en fait, on a intégré ce truc dès le plus jeune âge de il faut se conformer au rythme, même Mm. si c'est pas le nôtre. Et ce qui peut être aidant, et ce que j'ai fait en séance déjà avec certaines mamans, donc s'il y a des parents là, qui commencent à entendre, oui, la maîtresse m'a dit qu'il n'avait pas voulu faire ça, ou qu'il avait fait ça, et qu'il n'avait pas voulu faire ça, et qu'il avait fait ça, quand vous sentez une sorte de reproche de l'enseignant, vraiment de remonter sur votre phare et de vous dire, l'enseignante n'a pas les mêmes objectifs que moi pour mon enfant. L'enseignante, pour mon enfant, elle veut qu'il acquiert des compétences scolaires et des compétences transversales, certes, mais liées au collectif. Il y a peu d'enseignants qui veulent des compétences individuelles. Parce que individuel, ça voudrait dire chacun s'exprime pleinement. Et ce serait impossible avec une classe de 30. Comment vouloir que chacun exprime son individualité, ça tourne au massacre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du recul avec ce que les Oui. enseignants, l'équipe enseignante va nous dire à nous parents, parce que eux ont des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Nous, en tant que parents, on veut que notre enfant se sente bien, apprenne des choses, mais aussi ait une singularité, parce que dans son avenir pro, dans son avenir familial, dans son avenir amoureux, dans son avenir émotionnel, il va pas compter que sur le groupe. Il va pas être un clone de la classe. Il va pas être dans du collectif tout le temps. Et quand tu disais ça tout à l'heure, ça me faisait penser aussi à notre parfois désir de vouloir faire plaisir à l'adulte et de vouloir être validé par la maîtresse. Et j'ai eu beaucoup d'élèves dans le dispositif des moins de 3 ans qui, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, venaient me dire « Regarde, c'est bien, regarde, c'est bien ». Parce que très tôt, dans certaines familles, on leur induit que c'est nous qui savons si c'est bien ou pas bien. Et il est plus intéressant pour notre enfant de lui faire comprendre, est-ce que lui, il a l'impression d'avoir réussi ? Est-ce que lui, il est content de sa production? Est-ce que lui, cette activité, s'il n'avait pas envie de la faire, il s'est écouté? Donc, c'est encore poser sur des mots sur son processus intérieur au lieu de faire ce qu'on lui dit de faire, d'obéir, de se soumettre. Alors, il y a une certaine notion du consentement à travailler aussi dans l'autorité de la maternelle. Mais quand je dis ça,
Et la première année, quand j'étais encore instite, je n'osais pas dire ça dans les podcasts. Mais maintenant, aux familles, je leur dis, votre enfant n'accepte pas la règle collective, eh ben, vous pouvez mal le prendre, mais vous pouvez aussi bien le prendre. C'est qu'il ne se soumet pas bêtement à une règle qu'il n'aurait pas comprise, entendue et ressentie. Alors que ça embête la maîtresse, je l'entends. Je vais pas vous dire, dites à votre enfant de faire ce qu'il veut quand il veut. Pas du tout. Par contre, les moments où la maîtresse lui reproche de faire quelque chose qu'il devait faire, ben, on peut prendre un peu de distance en disant s'il ne voulait pas le faire, c'est que ça veut dire quelque chose d'autre. Il n'a peut-être pas trouvé ça logique ou juste ou intéressant. Et pour la maîtresse, ça peut être confrontant qu'il n'ait pas envie de faire son activité. Forcément. Mais parce que en tant qu'adulte, quand on est enseignant, on remet aussi en question toutes nos compétences parce qu'un enfant n'a pas adhéré au projet sur lequel on a travaillé depuis des mois en général. Donc forcément, ça vient aussi remettre en question le professionnel. Mais en tant que parent, il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure. Est-ce que c'est réellement très grave? Moi, je sais que j'ai des enfants qui ne participent pas en classe. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de ne participe pas assez à l'oral, devrait s'exprimer. Mais finalement, est-ce que c'est grave? Parce que moi, je le prenais très mal au début. Mais ça venait de moi, de mon expérience. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que finalement c'est grave? Est-ce qu'il a compris? S'il participe pas, est-ce que c'est parce que ça le gêne et émotionnellement ça vient créer du stress, de l'angoisse? Ou est-ce que c'est parce qu'il a rien compris, il en a rien à faire? J'ai des enfants qui sont assez angoissés, je sais pas qui tiennent ça. Aucune ressemblance avec une situation. Et finalement, mais c'est de se poser cette question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va l'empêcher de comprendre? Est-ce que ça va l'empêcher d'apprendre? Alors certes, quand on est enseignant, on est face à une classe où aucun enfant ne participe. C'est hyper frustrant. Donc, on aurait envie que les enfants soient heureux d'être là, échangent avec nous, parce que sinon on a un sentiment de solitude profond. Mais en tant que parent, si notre enfant ne participe pas, c'est peut-être que c'est pas encore le bon moment pour lui. Peut-être qu'il n'a pas la maturité émotionnelle pour. Peut-être que ça va s'installer. Et aussi, il faut qu'il ait confiance en l'adulte qui est présent, qu'il ait confiance dans le groupe classe. Tout ça, ça se travaille. C'est pas, paf, je claque des doigts et je lui dis, demain tu participes, tu lèves le doigt et ça va aller mieux. C'est exactement ça, parce que ma fille à la maison, je ne l'arrête pas. Elle parle non-stop tout le temps. Elle explique des trucs et des mots. Je ne sais même pas comment elle les a compris et entendus. Par contre, toute la première moitié de l'année de petite section, la maîtresse n'a pas entendu sa voix. Et donc, elle a quand même eu la présence d'esprit d'aller jeter un petit oreille, tu sais, au coin de jeu, quand Siana était avec ses copines de 3 ans. Et ensuite, elle a coché sur son livret, construit des phrases complètes. Mais quand l'enfant est contraint au moment de l'évaluation sommative, au moment de l'évaluation finale, de produire un énoncé en 7 mots bien rigide, nos enfants qui sont parfois créatifs et hypersensibles, comme par hasard, ne veulent pas rentrer dans cette norme. Et ma fille ne parle pas, et je pense que sa première journée aujourd'hui, ce soir, on pourrait me dire qu'elle n'a pas parlé, je ne serais pas étonnée. Mais tu dis très bien, une des fonctions du langage, c'est pas forcément de ramener tout ce qu'on sait, c'est de poser des questions s'il nous manque une info. Est-ce qu'on a besoin de parler quand on a tout compris? Moi, quand j'ai tout compris, des fois, je parle pas. Et par contre, la maîtresse, elle veut cocher sur sa grille, c'est répondre à ma question. Mais l'enfant, il a compris. Mais j'ai vu son évaluation, il l'avait complètement raté. Et dans le livret, vous avez mis c'était acquis. Ben oui, parce que j'ai vu ses exercices, j'ai vu qu'il était capable de le faire et que l'évaluation, c'est pas que l'évaluation sommative finale, c'est aussi une évaluation au fil de son parcours. Et il y a des enfants, de leur présenter la feuille et vas-y, applique le truc. Ils sont totalement décontenancés, ils savent plus où ils en sont. Et ou alors, il suffit que le jour où tu leur présentes le truc, ils aient passé une mauvaise nuit et voilà, et finalement, est-ce que l'important, c'est qu'à l'instant T, il est réussi ou est-ce qu'il soit capable de faire les choses? Et ça, je pense que c'est une des clés aussi pour vivre la rentrée avec beaucoup plus de sérénité, c'est de se dire, en fait, on me dit ça, mais moi, je sais que si on me dit quelque chose, que ça va dans le même sens que ce que je sais, ok, peut-être que je peux aller voir comment je peux donner des clés à mon enfant. Si ce qu'on me dit va dans un sens totalement opposé à ce que j'ai pu observer, ben voilà, est-ce que c'est grave? Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider mon enfant
pour que ce qu'il fait avec moi, parce que enfin, moi j'ai des enfants qui aiment bien les chiffres et les lettres. Ma fille, quand elle était en petite section de maternelle, elle connaissait déjà tout son alphabet, elle savait déchiffrer le M et AMA, il n'y avait pas de souci avec ça. Par contre, quand elle arrivait à l'école, elle n'avait pas du tout envie de se casser la tête. Donc, bah non, en fait, c'était pas le moment. Ça la gonflait forcément un peu. Et en fait, c'est ça, c'est comment lui expliquer les choses pour que ça lui donne envie de lui peut-être. Des fois, il peut y avoir ben regarde, je sais pas, mais moi, j'aimais pas faire comme ça. Peut-être que tu aimerais faire comme ça, comme moi je faisais. Lui donner un crayon qui soit joli, parce qu'il y a des lettres à former, mais ça les gonfle, sérieusement. Mais en même temps, c'est pas drôle quand on sait déjà écrire des lettres pour qu'on va les recommencer pendant 10 lignes. Tout ça. Et comment on peut amener du jeu, EU, et du jeu, JE, comment on peut leur permettre d'exprimer leur personnalité tout en entrant dans le cadre qui est demandé. Et c'est pas forcément facile. Parce qu'en tant qu'adulte, au travail, bah, c'est typiquement le truc du on va mettre un petit personnage à côté de l'écran de notre PC qui nous amuse. Mais on va pas changer l'écran de PC parce qu'il n'est pas de la couleur qui nous correspondrait. Et finalement, on va amener un petit peu de fun, de légèreté. Et moi, j'ai vu ce matin beaucoup de mamans qui ont fait ce petit truc que je trouvais sympa aussi, de créer du lien entre l'école et la maison, de créer du lien entre elles et leur enfant en dessinant un petit cœur au poignet. C'est vrai que quand on a des enfants qui sont hyper anxieux, bah, de leur donner, ça peut être leur mettre un petit bracelet qui nous appartient. Ce matin, mon fils, il est parti, même s'il est au collège, je lui ai noué le petit bracelet qu'on avait du camping cet été. Donc lui, il a le sien autour du bras et il a le mien sur son sac. Parce que je sais qu'il aime bien avoir ce petit lien. Et ça l'apaise aussi. Donc, dans les jours à venir, c'est vrai que s'il y a du stress, parce que des fois, le premier jour, c'est nickel, tout va bien. Et là, ils se rendent compte qu'on leur a tendu un espèce de piège et que ça se répète, cette histoire. En plus, là, la rentrée, c'est un lundi. Donc, il y a toute la semaine, là. Des fois, c'est vendredi, la c'est rentrée. ça, on leur vend la rentrée, mais on leur vend pas le après. Et des fois, le premier jour, tout va bien. Et après, il y a une espèce de petit stress qui vient avec la fatigue. Et créer du lien entre les enfants et la maison, ça peut être aussi un petit truc tout bête, et le petit cœur au poignet de la maman qui est le même que celui dessiné sur le poignet de l'enfant. Finalement, ça les aide dans cette séparation, cet attachement qui continue à perdurer, même s'il y a une séparation physique, il y a quand même un petit lien qui est conservé. Oui, et puis tu parlais tout à l'heure du comportement à ne pas étiqueter. Je dirais bien, là, on part sur 10 jours où tout le monde observe tout le monde. Parce que même nous, en tant que parents, on observe un peu l'équipe enseignante. L'enfant, il observe l'équipe enseignante. L'enseignant observe les enfants. L'enseignant observe les parents. Donc, on est tous dans une phase d'adaptation et aucun des trois n'est plus important dans le sommet, dans le triangle éducatif. On a tous notre part à faire. Notre enfant, il va y trouver sa place. Nous, on va essayer de ne pas étiqueter non plus l'enseignant comme étant trop sévère, trop gentil, trop ceci, trop cela, parce que ça rend service à personne en fait de l'étiqueter. Et l'enseignant, on peut aussi lui présupposer qu'il a été formé, qu'il comprend son métier et qu'il ne va pas prendre mal si notre enfant les 2 premiers jours ne se comporte pas comme nous on croit qu'il devrait se comporter. Donc on peut vraiment prendre du recul sur ce que mon enfant a fait aujourd'hui n'est pas représentatif de ce qui va se passer cette année. Ce que le maître va faire aujourd'hui n'est pas non plus représentatif et on est tous en train d'ajuster en fait notre place pour cette nouvelle année. Chacun a besoin d'ajuster et même l'enseignant, quand il a ses 24 nouveaux poussins là, il faut un ajustement parce qu'on ne sait pas encore le comportement de chacun. On a peut-être des frères et sœurs dans la classe qu'on a eu, mais chaque enfant est tellement unique qu'il va constituer le groupe. Et notre enfant, ce soir, son récit sera différent de demain, de jeudi, de vendredi, et tant mieux, parce que lui aussi, il met à jour sa vision du monde. Donc malheureusement, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe dans la classe, on n'a que l'écoute de ce que notre enfant nous raconte et l'écoute de ce que l'enseignant va nous raconter, et je pense qu'il faut croire ni l'un ni l'autre. Il faut entendre les deux et se dire, depuis ma colline, je comprends les besoins de l'enseignant de me dire ça, mais je n'adhère pas à tout, comme tu précisais tout à l'heure. Et quand mon enfant me raconte ça, je ne m'inquiète pas outre mesure parce que c'est un processus, parce qu'on est en train d'avancer. On est en train de créer cette nouvelle année ensemble.
rien n'est définitif la première semaine, le premier mois, et tout se met en place tranquillement, pour autant qu'on soit un tout petit peu disponible à l'accueil des émotions de notre enfant quand même. C'est vrai que si nous, on retourne dans notre train-train dès demain, non, c'est un petit peu tôt pour notre enfant, parce qu'il a besoin de nous encore quelques jours pour démystifier, verbaliser, expliciter, faire de la routine aussi. Parce il va vivre beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, si on met de la routine au retour, son plat, son organisation, sa douche, ses petits jeux, son petit sport, on crée une petite routine de rentrée pour que ce soit confortable au retour. Et si ce soir, il est complètement débordé d'émotions et qu'il arrive et qu'il n'a rien pu décharger là-bas, eh ben, on passe par un temps de qualité, on danse tous ensemble en mettant de la musique à fond, on va taper dans le ballon au parc et faire de la balançoire, ou alors on se met sous la tente et puis on lit un bouquin. Mais créer le temps de qualité que vous sentez votre enfant ressentir, avoir besoin, c'est vous, hein, les enquêteurs. Vous allez enquêter en voyant la tête de votre enfant se quand il faire va confiance, sortir de c'est pas l'école. paniquer non plus parce que la première journée, elle s'est pas passée comme. Enfin, moi je sais que certains élèves, ils sont déçus du premier jour parce qu'ils n'étaient pas assis à côté de telle ou telle personne, parce qu'ils n'ont pas parlé avec tel ou tel copain, enfin voilà, parce qu'ils avaient de grandes ambitions, ils pensaient tout de suite qu'on allait se mettre au travail. On prépare le matériel, on vérifie que tout le monde a tout ce qu'il faut. On laisse le temps à ceux qui vont avoir besoin de temps. Et certains qui ont envie d'apprendre et de se lancer tout de suite, ils vont être déçus, forcément. Certains qui vont avoir besoin d'encore plus de temps, vont avoir l'impression que ça a été trop vite. Et finalement, c'est ça, c'est aussi de les rassurer et de leur dire, mais tu sais, première journée, voilà, on fait au mieux pour que tout le monde se sente bien. Si toi, tu as senti que c'était pas comme tu voulais, attends de voir. Regarde, observe, tu vas voir que ça va changer dans les jours à venir. Typiquement, la journée d'intégration en sixième, mon fils m'a dit, j'espère qu'on va pas travailler si lentement tous les jours. Et c'était ça, parce que je lui dis, mais écoute, c'est une journée d'intégration. C'est pour vous faire goûter un petit peu de tout. Donc voilà, on va pas travailler directement comme en sixième lors de la journée d'intégration. Il y en a qui sont pas prêts à aller très vite. Donc il faut accepter. Mais c'est difficile, c'est frustrant. Le meilleur des conseils pour moi, tu vas me dire si toi tu es d'accord, mais c'est simplement de se faire confiance en tant que parent. Parce qu'on sait ce qui est bon pour nos enfants. Peu importe tous les conseils qu'on va recevoir. Alors, rentrée de maternelle, on reçoit plein de conseils de droite et de gauche, et il faudrait ceci, cela, les grands-parents nous donnent des conseils, les tontons tata donnent des conseils aussi, parce que tout le monde veut le meilleur pour notre enfant, mais au final, c'est comme quand l'enfant vient de naître, tout le monde nous donne des conseils, si on écoute tout, on fait n'importe quoi. Eh bien, on se remet en position de sachant, on sait, si on a besoin, on peut aller demander. Mais par contre, on se fait confiance. Et si on se foire, tant pis en fait. Ça ne joue pas l'avenir de notre enfant. C'est pas parce qu'on teste un truc et que ça foire que c'est la cata pour toute la vie. Oui, je compléterais bien ton conseil en disant que notre enfant, là, si c'est sa première rentrée, il est en train lui-même de construire la responsabilité de ses ressentis et de ses actions. Ça veut dire que si aujourd'hui ça ne lui a pas plu, si aujourd'hui il n'a pas bien compris ou il n'a pas bien aimé, eh bien demain il pourra faire autrement. Et ça ne dépendra aucunement de nous. Ça veut dire que nous, on peut se faire confiance sur ce qu'on voit de la collectivité, de ce qu'ils nous racontent, mais on peut aussi commencer à déléguer une certaine responsabilité à notre enfant en disant, si ça ne te plaît pas, tu pourras aussi changer, moduler, ajuster. Et ça aide aussi pour les situations un peu plus dramatiques, critiques, du genre où s'il ne sait jamais comment réagir et qu'il nous demande toujours comment faire, quand il sera confronté à quelque chose de dur, il va toujours s'en référer encore à un autre adulte que lui. Donc, donnons-lui ce pouvoir très tôt en disant, il y a quelqu'un qui t'a embêté aujourd'hui. D'accord, explique-moi. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Qu'est-ce que tu aurais envie d'essayer? Comment tu t'es senti? Mais on ne lui donne pas la solution. On ouvre son éventail de possibilités. Nous, on a des idées et nous, on a déjà le top 3 qu'on voudrait de ce qu'il qu'on fasse. ferait. Mais nous, on a déjà notre vie derrière nous, hein, scolaire, je veux dire, pas notre vie entière, mais notre vie scolaire. Et en fait, tout ce qu'on a compris sur la scolarité, le groupe, l'appartenance, les rivalités, les jalousies, mais on l'a construit. Et peut-être que nous, on n'a pas eu ces clés de responsabilité si tôt, et qu'après, on en a voulu en disant, ouais, tu m'as pas laissé faire, j'aurais voulu essayer, j'aurais voulu ceci. Eh bien, laissons nos enfants prendre la pleine responsabilité de comment ils se sentent,
comment ils vivent les choses et comment ils pourraient faire autrement, mais sans les téléguider, sans leur dire quoi faire, parce que plus ils vont se rendre compte tôt que c'est eux qui récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé, et moins ils compteront sur le parent, la belle-mère, la sœur, la conjointe plus tard pour les rendre heureux. Et très tôt, je crois que nous, on a cette mission-là de rendre les enfants conscients de leurs ressources, de leur potentiel, de leurs émotions, de leurs besoins et de leur impact au sens large. Ça veut dire leur impact dans la classe, dans le groupe, dans la famille et tout. Parce que ensuite, quand ils vont grandir, on ne sera plus là. Quand ils vont grandir, notre mission, c'est de les rendre autonomes. Et moi, quand j'avais des enfants de 2 ans à la fin de l'année qui savaient faire plein de choses, qui discutaient, qui parlaient, qui tenaient compte des autres, je me suis dit, j'ai réussi, je suis contente. Même si l'année d'après, tout était à refaire parce que le maître ne voyait pas les choses comme moi. Tant pis. Mais je savais qu'ils étaient capables de. Ils étaient compétents dans l'action, dans la capacité, et l'environnement sera plus ou moins coordonné avec ce que nous, on a fait. Il peut tomber avec une maîtresse résistante, il peut tomber avec une animatrice un peu sèche, et ben, comme le monde, quoi. C'est l'altérité. Nous, on voit bien, il y a des chefs d'État qui sont incapables de prendre des bonnes décisions. Mais c'est aussi de leur expliquer, parce que moi je sais que l'injustice c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes chez moi. Et c'est ça aussi, c'est de leur expliquer que finalement il y aura des choses qui seront injustes. Mais il y en aura tout le long. Et il faut travailler aussi à se dire, ok, cette chose-là, elle ne s'est pas passée comme je voulais. Pour moi, c'était injuste. Des fois, c'est une punition. Alors, bon, c'est interdit, mais il y a des punitions collectives qui sont données. Donc, pour un enfant, pour qui l'injustice, ça va être quelque chose d'intolérable, c'est hyper compliqué de comprendre qu'il a été puni parce que d'autres ont fait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, c'est de lui expliquer que ça peut arriver. C'est pas la norme, mais voilà, ça peut arriver et on sera confronté toute notre vie à des situations où ce sera injuste. On peut faire le choix de, nous, quand on va grandir en tant qu'adulte, réaliser de nouveau des situations d'injustice ou tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc, en tant qu'adulte, par exemple, on pourra faire le choix de dire, quand je serai grand, moi, je ne donnerai pas de punition collective. Voilà, ça peut être aussi de les aider à se projeter et se dire, en fait, qu'est-ce qui t'apprend cet adulte qui a fait un truc qui te semble injuste? Comment toi, tu vas pouvoir t'en servir pour grandir? Et c'est quand tu te disputes avec un copain, même s'il est ami avec un tel ou un tel, est-ce que du coup, tu vas faire la tête à tout le groupe ou tu vas juste garder ta dispute avec ce copain? Et c'est ça, en fait, c'est de transférer à son échelle. Là, il va se dire, non, en fait, ça serait injuste pour les autres autour. Ils seraient tous punis alors qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est des situations, on peut leur donner des clés, des exemples, les aider à se projeter dans des situations à leur échelle, à leur niveau. C'est un petit peu comme ça, moi, que j'aimais bien enseigner. 2 enfants qui se battaient, parce qu'il y en a qui se battent, ils vont un gros coup de poing. Et moi, j'avais CE1, CE2, CM1. En fait, il y a des fois, ils se loupaient pas, mais c'est de les poser. Ok, vous vous calmez, dans 2 minutes, on en parle. Je parle avec un, je parle avec l'autre. Et tu écoutes ce que l'autre il a à dire, tu prends le temps d'écouter, même si tu n'es pas d'accord. Tu auras la parole, chacun son temps de parole, mais il y a une notion de respect, on écoute. Et comment on pourrait faire pour que ça ne se reproduise pas? Et là, ça leur demande de chercher. Et plutôt que de les punir directement et de dire, t'as fait ça, ça va pas, t'es puni et hop, il n'y a pas de réflexion, donc ça recommence, on les pousse à réfléchir. Et là, forcément, ils s'en souviennent. Ça les marque. Parce que c'est eux qui font le chemin, comme tu dis. Et en fait, les amener à faire le chemin, c'est les amener à se construire et à trouver leur chemin. Alors, des fois, on prend un chemin un peu piquant, plein de trous qui ne nous correspondent pas. On fait demi-tour, on en essaye un autre qui est plus doux et plus agréable. Et c'est ça, en fait, je pense, la mission vraiment des parents, des accompagnateurs, c'est de les laisser aussi de temps en temps aller dans un chemin qui pique et qui n'est pas agréable. Trébucher, ouais. On ne va pas les empêcher de trébucher plus tard. Et ça me rappelle un exercice qu'on faisait en atelier de philosophie en maternelle, c'est de leur dire, vous savez, quand vous faites votre liste d'anniversaire ou quand vous faites votre liste de Noël, pour vous, ça paraît évident, tout ce que vous allez mettre sur votre liste, alors que quelqu'un d'autre va mettre complètement des choses différentes. Et ça, c'est très précis pour l'altérité. Ils le font des fois dans la famille parce que le petit frère ne veut pas les mêmes choses que la grande sœur. Mais là, c'est décuplé au monde extérieur. Et si on leur dit que la maîtresse, sur sa liste de choses qu'elle veut,
eh ben, c'est pas du tout les mêmes choses que toi en tant qu'enfant. Elle, quand elle s'est levée le matin et quand elle a préparé sa classe, sur sa liste de cadeaux d'anniversaire, elle voulait ça, 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 ça. Notamment du calme, notamment que tu fasses ton exercice, notamment que ça se passe bien en récré. Ça, c'était ses vœux à elle, ses projets à elle. Et toi, tu as tes vœux et tes projets. Des fois, ça s'emboîte comme un puzzle et des fois, ça s'emboîte pas du tout. Et tu n'es pas responsable de la liste de vœux de la maîtresse. Par contre, tu es responsable de ta liste de vœux à toi, à voir si tu arriveras à le faire ou non. Et si C'est c'est quand ça. même légal, parce qu'il ne suffit pas de vouloir pour faire absolument tout ce qu'il veut dans sa journée. Mais l'altérité, ça commence à se dire, toi, tu as des désirs, tu as des envies, tu as des droits et tu as des habitudes, mais l'adulte, l'enseignant ou la copine de classe a aussi des désirs, des droits, des habitudes. Et elle a dans sa cheminée des flammes que tu ne vois pas, et elle a dans sa cheminée aussi des besoins que tu ne vois pas. Et si on n'arrive pas à parler avec les autres, on ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas ce dont ils ont besoin. Donc, une des clés aussi à diffuser à grande échelle, c'est que plus on comprend avec nos enfants que communiquer, c'est une clé pour moins réagir, moins se taper, moins être violent et surtout obtenir la vie qu'on veut, mais c'est magnifique après de voir des enfants de 4, 5, 6 ans se dire « Ah ouais, tu avais besoin de ça, mais je ne savais pas. Ah, tu aurais pu me le dire. » Waouh! Quand j'entendais des enfants de 5 ans se parler comme ça en disant « Si tu Ouais. m'avais dit, j'aurais pu comprendre. » Et oui, mais on n'ose pas dire. Et si on disait plus? Si on disait Dans, plus ce qu'on dans ma ressent classe, et ce j'avais qu'on une a boîte qui besoin. était répartie en 3 compartiments. Il y avait les choses bien qu'on avait envie de dire à quelqu'un. Il y avait des petites choses qui grattent, qui piquent. Tu vois, le truc un peu embêtant, mais qu'on n'ose pas trop dire à quelqu'un. Et puis, les idées pour la classe. Et dans les petites choses qui grattent, qui piquent, je me souviens une fois, il y a un enfant qui avait mis j'aimerais bien que un tel arrête de se balancer devant moi parce que j'arrive pas à me concentrer. Et en fait, quand j'ai lu le petit papier, l'autre qui se balançait, il dit ah mais moi je savais pas que ça te gênait, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je l'aurais pas fait. Et en fait, c'est là et bah, l'autre il a fait l'effort, donc il lui a dit mais la prochaine fois si je le refais sans m'en rendre compte, tu me le dis. Ou tu lèves le doigt et tu le dis à la maîtresse et j'arrêterai. Et c'est ça en fait, c'est que c'est des choses toutes bêtes, mais voir quelqu'un qui se balance, qui se bascule devant, ça gêne au niveau de notre perception des choses. Voilà, on est gêné. Mais si on ne dit pas, l'autre il fait ça parce que peut-être ça le défoule, ça le détend, il a besoin de bouger. Et ils se rendent même pas compte. C'est comme les gens qui ont le genou qui vibre là. Si toi ça te stresse et que tu dis pas, bah, l'autre c'est systématique, il s'en rend pas compte. Et c'est ça, et tout est dans la communication, mais tant au niveau de la famille qu'au niveau de l'école. Et ça, c'est des clés qu'on peut donner aussi aux enfants, simplement de dire les choses. Des fois, c'est entendu. Des fois, c'est juste écouter et ça passe. Parce que la personne n'est pas prête à l'entendre. Mais c'est pas grave. Les choses, elles sont dites. Elles vont faire leur chemin. Et faut pas attendre que ce soit immédiat. Faut pas attendre que ce soit tout de suite parce qu'on a dit à quelqu'un arrête de te balancer que dans la seconde il le fera plus. Non, mais petit à petit, il y aura l'effort qui va s'installer. Les choses, elles vont se faire. Je dis les choses, je pose les choses et je patiente aussi. C'est pas parce que j'ai dit que c'est effectif. Je suis complètement d'accord parce qu'il y a des mamans, quand elles ont bien l'outil du scan et bien l'outil de la communication aussi, elles se rendent compte que finalement, trouver ce qu'on ressent, de quoi on avait besoin et proposer à l'autre une stratégie, même si la personne en face, elle ne reçoit pas notre demande, elle ne comprend pas, eh ben, l'expression de soi et la connaissance de soi fait déjà une grande part de sérénité et d'apaisement. Et la personne en face, quand on comprend aussi qu'elle n'est pas responsable de nous, de nos besoins et de nos émotions, on va pouvoir communiquer vraiment de cœur à cœur en lui disant ce qui se passe pour nous, mais sans la rendre responsable de notre tristesse, de notre colère, de notre impuissance. Et là, on va commencer à tisser des vrais liens. Et quand elles en sont à ce niveau-là, les clientes, elles disent, mais c'est une telle libération personnelle, mais relationnelle et sociale. Et quand on arrive à le faire pour nous en tant que maman, en tant que femme, eh ben, dans le couple, ça s'arrange, puisqu'on ne rend plus l'autre responsable de nos besoins et de nos émotions. Dans notre parentalité, c'est pareil, parce que vous serez peut-être quelques-uns dans ce live à dire « j'ai toujours fait plaisir à mes parents pour être aimé ». Ben oui, mais nos enfants, quand on devient parents, est-ce qu'on n'a pas un risque de reproduire ça aussi? De vouloir faire que des choses pour qu'ils nous aiment et que des choses pour
qui nous renvoient l'amour que nous, on n'a pas forcément eu. Et il y a des choses à casser et vers la génération d'avant et vers la génération d'après, qui est mon enfant n'est pas là pour me faire plaisir et je ne suis pas là pour faire plaisir à mon enfant. Et ça, j'ai des mamans qui venaient des fois dans ma classe et qui me disaient « Mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir lui dire non, parce que si je lui dis non, il ne va plus m'aimer. » Je fais « On va reprendre ça ensemble, madame. On va tout reprendre depuis le début. Votre enfant, il va vous aimer et il va vous aimer même quand vous allez dire non. Et il va vous aimer même quand vous êtes fâché, si vous arrivez à lui dire « C'est pas contre toi que je suis fâché, c'est parce que ce comportement, ce résultat, cette conséquence vient, moi, me secouer dans mes flammes, dans mes émotions, dans mes besoins, dans mon présent. » D'accompagner en fait le comportement de notre enfant pour qu'il ne se sente pas responsable de nos émotions et de nos besoins. J'insiste encore sur votre enfant est en colère, votre enfant n'est pas la colère. C'est pas parce qu'un enfant se met en colère qu'on doit, tu sais, on a ce truc d'étiquette. Oh, il est colérique. Et paf, on lui a collé le truc, donc l'enfant devient la colère. Et systématiquement, mais on va s'attendre à ce qui corresponde à l'étiquette. Donc inconsciemment, dès qu'il va se mettre en colère, on va rien chercher parce qu'on va se dire, bah oui, c'est normal, c'est lui, il est comme ça, il se met en colère. Ben non, en fait. Il exprime quelque chose. Il est en colère, il exprime un besoin, il exprime un message, à nous d'essayer de le comprendre, à lui d'essayer de le comprendre aussi, et de voir que la colère, on n'est pas censé l'exprimer comme tu disais tout à l'heure en tapant des pieds, en jetant des trucs. Moi, dans ma classe, j'avais le coussin de la colère. Les enfants, ils adoraient. C'était un coussin pet shop. En plus, alors, les garçons étaient contents de taper un truc rose avec un petit chien un peu nunuche dessus. C'était leur truc. Et en fait, quand ils étaient en colère, ils savaient. Ils disaient, est-ce que je peux aller taper le coussin de la colère pour me défouler? Et finalement, c'était ça. C'était, ben voilà, t'as pas le droit de taper quelqu'un parce que tu es en colère. T'as pas le droit de te faire du mal non plus. Mais tu as le droit d'aller te défouler sur le coussin de la colère si ça te fait plaisir. Tu as le droit d'aller crier dedans si ça te fait plaisir. Tu peux attraper une feuille et gribouiller autant que tu veux si ça te fait plaisir. Parce que ça ne te fait pas de mal, ça fait de mal à personne et ça permet d'apaiser les choses et de te calmer à l'intérieur pour pouvoir dire après pourquoi la colère elle s'est réveillée. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est réveillée? De quoi tu as besoin? Et c'est vrai que y a ce truc de se dire il y a plein d'outils. Maintenant, il faut aussi que nous, on arrive à pas se mettre en colère quand notre enfant est en colère pour pouvoir lui proposer une issue si jamais il n'en trouve pas tout seul. Alors, moi, j'utilise pas tu es en colère, j'utilise il y a une partie de toi qui se sent en colère parce que, en effet, en même temps qu'il a cette flamme de colère, en même temps, il aime sa petite sœur. En même temps, il aime les pompiers. Donc, il n'est pas la colère. C'est une partie de lui à ce moment-là qui s'est déclenchée et là, il a une flamme de colère. Mais il est aussi plein d'autres choses. Donc, en effet, les étiquettes, c'est très restrictif sur qui est l'identité de notre enfant parce qu'il est tout à la fois. Il est à la fois calme et à la fois énervé. Il est à la fois aventureux et à la fois plutôt casanier, comme nous. On a aussi les deux opposés du comportement. On a les deux polarités. Mais on est habitué dans une société assez religieuse à voir le bien, le mal d'un côté. Et en fait, notre enfant, il est dans la nuance. Nous aussi, on est dans la nuance. Si on est complètement honnête, il y a une part de nous qui est gonflée par certains trucs, par certaines lois, par certaines hausses de tarifs et tout. Nous aussi, on a cette part-là, on continue. Mais on ne fait pas que l'écouter. Je ne pense pas qu'au ministre de l'Éducation toute la journée. Sinon, je ne ferai rien de ma journée. Tu vois, il y a des choses qui nous déclenchent et qu'on sait modérer parce qu'on est adulte, alors que l'enfant, dans sa flamme, il ne sait pas la modérer parce que pour lui, elle prend toute la place dans sa cheminée. Et c'est à nous de l'accompagner sur cette flamme qui prend toute la place. Et des fois, c'est une flamme de joie qui prend toute la place. Mais même ça nous déborde parce que arrête de crier partout et de sauter partout. Mais justement, il ne sait pas comment faire autrement parce que quand il est heureux, il crie, il saute, il embrasse tout le monde. Donc, c'est la modulation de son comportement dans certains contextes et à nous de créer les circonstances pour que ce comportement il soit acceptable. Si notre enfant il veut patouiller et qu'il a choisi ta trousse de maquillage, ça ne t'arrange pas que ce soit ta trousse de maquillage. Donc, tu vas lui donner un bac avec des bouchons ou du sable ou du gravet. Mais par contre, il a besoin de patouiller. Donc ça, son comportement, il est normal, mais tu changes le cadre, tu changes les circonstances. Mais lui, cet appel-là, cet élan-là, il faut qu'on puisse l'entendre, quel que soit l'adulte.
en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur. Ça devrait être dans les formations. Non, Hein. mais On voit bien que ça ça l'est pas. avance. Mais en tout cas, ça avance. Je te propose qu'on aille tranquillement vers la fin. Si tu avais peut-être un mantra, un conseil, un tips, une lecture, quelque chose, un dernier truc que tu avais envie de partager avec ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ce serait de voir le monde comme étant sur plusieurs collines. Je l'avais partagé pendant notre mastermind avec Fanny. C'est mettez chacune des personnes autour de vous sur une petite colline différente et dites-vous que chaque personne, votre mari, votre belle-mère, votre enfant et vous, vous êtes chacun sur une colline et vous avez chacun une cheminée des émotions différentes, avec des flammes différentes et des besoins différents sur des rayures d'arc-en-ciel différents. Et quand on fait juste ce petit truc-là, ça nous évite d'être dans « mais il est con ou quoi? Mais pourquoi elle fait ça ?» Tout simplement, en fait. On remet chacun sur sa colline en disant « il n'a pas les mêmes flammes, les mêmes visions de la vie, les mêmes émotions, les mêmes besoins et les mêmes cicatrices et le même passé aussi. » Parce que des fois, on critique quelqu'un, on ne connaît pas sa vie. Et si on connaissait sa vie, on comprendrait bien mieux pourquoi il réagit comme ça, etc. Donc, chacun sur sa colline en admettant qu'on a tous des flammes qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas les tiennes, tu ne connais pas les miennes, etc. Chacun dans ce live a au moins une dizaine de flammes là qui se jouent et qui pourraient lui expliquer des dizaines de besoins qui disent « Eh oh, quand est-ce que tu t'occupes de nous ?» C'est essentiel et comme tu Voilà. dis, en fait, on n'a pas du tout le même point de vue, on n'a pas la même expérience de la vie. Tout simplement, on n'a pas commencé la journée de la même façon, on n'a pas vécu la même nuit. Si nous, on prend notre expérience pour lire ce qui se passe chez l'autre, ça ne fonctionne pas. Notre regard, notre expérience, si on ne se met pas sur un point de neutralité et qu'on se dit pas, tiens, je prends de la hauteur, je fais un pas de côté, moi, c'est souvent ce que je dis, c'est OK. Tu sors de ton corps, là, tu fais un pas de côté et tu regardes comme si tu étais quelqu'un d'extérieur. Et là, ça s'apaise en fait. Ça se fait beaucoup en PNL, ce truc de je me mets à la place de l'autre, j'exprime depuis ma place et je me positionne en tant que personne extérieure. Qu'est-ce que je dirais de ces deux personnes et de leur relation? C'est un outil qui fonctionne vraiment très bien parce que tant qu'on est dans notre émotion, on ne peut pas aller voir correctement ce qui se passe ailleurs. On a vraiment du mal, on est pris par notre émotion. Donc il faut savoir lâcher des fois. Aller faire un petit pas de côté, se percher sur sa colline et dire « Oui, bon, ça y est, tout le monde est bien installé. Maintenant, on y va, on regarde ce qui se passe. » Toi, tu es avec beaucoup d'atypiques et d'hypersensibles. Donc, le risque aussi, quand on fait les collines, c'est d'aller tout de suite sur la colline de l'autre. Donc, vigilance, quand on est trop sensible, quand on est hypersensible, quand on est hyper empathique, on va systématiquement sur la colline de l'autre pour voir ses besoins, ses émotions et ce qui lui ferait du bien à lui. Donc, revenez aussi sur votre colline, hein, parce qu'on ne s'oublie pas dans nos émotions, dans nos besoins. Donc, c'est un outil qui est très précieux, mais quand on est sensible, pensez quand même à rester aussi sur votre colline et ne pas partir directement sur la colline. Par ce syndrome du sauveur qui revient beaucoup chez les hypersensibles, parce que simplement, il y a aussi cette empathie qui vient. Et comme on a cette hyper-empathie, on prend les émotions de l'autre, on a envie de se dépêcher, de l'aider à aller mieux, parce que quand il va mieux, on se sent mieux. Et finalement, c'est là le piège, c'est qu'on veut toujours être dans l'aide de l'autre et on n'écoute plus ce qui nous appartient à nous. On écoute uniquement ce qui se passe à l'extérieur pour aller guérir, pour aller sauver. On va sauver le monde, mais il ne faut pas s'oublier en cours de route. Parce que la première personne à sauver, c'est nous. Sinon, on ne peut pas prendre soin des autres. Maladroite, en fait, d'aider tout le monde à l'extérieur pour nous sentir mieux à l'intérieur. On l'a fait, on le fera peut-être ponctuellement, mais que ce ne soit pas un mode de vie classique, parce que c'est un mode de vie qui est complètement épuisant. Puis on l'a vécu les deux, donc maintenant on en est revenu. De toute façon, on fait tous des petits couacs de parcours qui nous aident à mieux comprendre pourquoi on a fait ce petit couac. Parce que c'est vraiment ça en fait. Chaque fois qu'on bute, on comprend quelque chose. On a juste en temps réel. Donc demain, on sera encore différente d'aujourd'hui et c'est tant mieux. Et vous aussi, vous serez encore tout comme le monde autour de nous, on évolue à chaque seconde et on n'est plus la même personne à chaque seconde. Ça demande de lâcher prise parfois sur qui on était hier. Parce qu'aujourd'hui, on est une autre personne. Et c'est tant mieux, parce que sinon, ce serait pas rigolo si tous les jours, on faisait exactement la même chose. Si on veut échanger avec toi, si on veut partager sur ce que tu proposes comme accompagnement, comment on fait pour te joindre? Qu'est-ce qui est le mieux, le plus simple?
Alors, si vous avez une plateforme de podcast, vous pouvez taper les petits plus zen dans votre barre de recherche. Vous devriez trouver le podcast. Mercredi, il y a l'épisode 125 qui sort, qui va parler de comment on traduit nos émotions en besoins. Donc, typiquement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, sinon, sur Instagram, les petits plus zen. Et puis, je fais une masterclass. On parlera de tout ça en détail. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez trouver le lien dans ma bio. En tout cas, j'étais ravie de faire ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui étaient là en direct. Merci à toi pour ta présence. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis à très vite. Et je file m'inscrire à ta masterclass. À bientôt. Au revoir. J'espère que ces clés vont t'aider. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.